Et vous êtes toujours sur la station de la soupante, hein, la radio, quoi, en quelque sorte. 100 fois, 100 lois, c'est pour les rapins, hein, je répète, hein, je vais lire tout ça bien, parce que bon, c'est un petit peu confus tout ça. La soupante, la station des rapins, 100 fois, 100 lois et sans faire la corpette. Voilà l'émission à Racaille, du mardi 30 octobre 2018. Le ciel est un peu couvert, la pluie, ça mouille, et on consacre cette nouvelle émission, cette troisième en solo, enfin en solo, on est deux, mais bon, en solo, vous voyez ce que je veux dire, je vais insister, consacré à Lucie Couturier et Henri Edmond Cross. Lucie Couturier, une femme splendide, enfin, dont ma camarade est carrément amoureuse, mais elle est amoureuse de toutes les femmes, hein, bon, surtout parce qu'elle est en Afrique. Je ne sais pas trop pourquoi, mais parce qu'elle est en Afrique, voilà. Et elle peignait des natures mortes magnifiques. Ouais, alors c'est vrai qu'on est allé, c'était sur la route de Fécamp en fait, on est allé au retour de Fécamp, on s'est arrêté à Vernon et on a découvert donc cette Lucie Couturier. Alors il faut préciser que le musée de Vernon en fait consacre ses expositions aux femmes peintres. Ouais, donc après Rosa Bonheur, hein, que l'on ne présente plus dans cette émission quand même, et Blanche Hocher-des-Monet qui est la belle-fille de Monet, dont nous avons parlé l'an dernier, nous avons découvert Lucie Couturier. Lucie Couturier, 1876-1925, donc c'est à peine 50 ans, c'est une femme qui est morte jeune. Donc c'est une femme peintre, c'est une figure majeure du néo-impressionnisme après 1900, qui est en plus écrivain, critique d'art, et qui a côtoyé Paul Signac, Maximilien Luce, entre autres. Donc c'est une artiste reconnue, qui était respectée, admirée et qui est tombée dans l'oubli aujourd'hui. Donc merci au musée de Vernon de nous l'avoir fait redécouvrir. Mais qui était donc cette Lucie Couturier? Alors voilà, c'était déjà une femme peintre. Donc Lucie Couturier, elle naît en 1876 à Paris, rue Saint-Denis. Donc ses parents dirigent une manufacture de poupées. Et ils sont à l'origine des premières poupées en caoutchouc. Moi, ça m'a plu, ça, l'idée de la fabrique de poupées. Et son père, en fait, est un imaginatif. Il dépose des brevets pour toutes sortes de poupées nouvelles. Alors, des poupées qui crient, des poupées qui tournent la tête, des bébés marcheurs, des bébés pleureurs. Enfin, voilà. Donc, Lucie Couturier évolue dans un milieu qui est un milieu plutôt aisé, mais qui est un milieu novateur et inventif. Par contre, elle a une santé fragile. Donc dès ses 14 ans, elle s'intéresse à la musique, à la peinture et elle visite des musées. Et à 21 ans, elle fréquente l'atelier parisien qui est occupé par Paul Signac. Et ça sera un moment décisif dans sa vie. Et ils entretiendront donc une longue correspondance. Au moment de leur rencontre, Paul Signac est le chef de file du mouvement néo-impressionniste après la mort prématurée de Seurat. Seurat qui est mort, donc on a vu, à 31 ans, et qui est mort d'une infection, une infection d'angine, une diphtérie, quoi. Et Lucie Couturier, elle, doute en permanence de ses capacités à peindre, et sa seconde rencontre qui sera importante pour elle sera avec Edmond Couturier. Elle s'appelle en fait Lucie Bru de son nom de jeune fille. Donc elle rencontre Edmond Couturier qui va devenir son futur mari, et lui qui va la faire rencontrer des peintres et des critiques d'art comme Félix Fénéon. Il est lui-même collaborateur à la Revue Blanche et il envoie des chroniques consacrées aux peintres et aux écrivains. Donc Lucie Couturier d'ailleurs organise avec Félix Fénéon la première rétrospective qui sera consacrée à Georges Seurat dans les locaux de cette Revue Blanche. Et lors de cette exposition, le père de Lucie va acheter un dimanche à la Grande Jatte. Et donc tableau qu'il offrira donc à sa fille pour son mariage. À partir de 1901, Lucie Couturier présente des œuvres au Salon des artistes indépendants aux côtés de ses amis peintres, donc qui sont Signac, Henri Edmond Cross, Maximilien Luce, le Belge Theo von Rieselberger, et ça marque son entrée officielle donc dans la vie artistique où les femmes sont encore très minoritaires. Donc elle aime peindre ses lieux de vie, elle aime peindre donc Paris, Saint-Tropez, la Provence, le bois de Boulogne. Elle peint aussi des scènes de parc, les toits de Paris, mais surtout des natures mortes et des bouquets de fleurs réjouissants. On parlera peut-être, on détaillera peut-être dans la troisième partie un petit peu toute sa peinture.
Donc elle est très appréciée du milieu artistique belge et elle participe au Salon de la libre esthétique de Bruxelles. Et elle expose aussi à la Sécession berlinoise. Donc à 30 ans, Lucie Couturier est une artiste reconnue et appréciée. Alors son style pictural, elle va s'affranchir de la technique de Signac. On verra qu'elle signe peu ses tableaux, qu'elle date peu ses œuvres aussi. Et en 1912, la famille Couturier achète une villa dans la haute campagne de Fréjus. Quelques années plus tard, un camp de tirailleurs sénégalais s'installe à quelques mètres de la villa et cette rencontre va constituer un nouveau tournant dans la vie de Lucie Couturier qui va accueillir ces tirailleurs sénégalais chez elle. Elle va même organiser une petite école et ça va être l'occasion pour elle de reprendre ses pinceaux et de travailler à l'aquarelle alors qu'elle travaillait à l'huile, quoi. Et c'est l'occasion aussi d'écrire, donc cette femme écrivain va écrire un premier livre qui s'appelle Des inconnus chez moi, un livre qui paraît en 1920, et l'Afrique va la passionner, et elle va obtenir du département des colonies une mission donc en Afrique occidentale, avec pour but d'étudier le milieu indigène familial, et plus spécialement le rôle de la femme, au point de vue de l'influence qu'elle exerce sur la formation morale des enfants. Donc nous sommes en 1920, et Lucie Couturier va parcourir une partie de l'Afrique de l'Ouest française, la Guinée française, le Sénégal, le Niger, le Soudan, et elle va rester 10 mois plus le voyage qui est quand même un voyage aussi assez long. Et là donc c'est un tournant dans son travail d'artiste. Par contre sa santé se détériore et elle se consacre uniquement à l'écriture. Elle meurt jeune, donc en 1925, elle a à peine 50 ans. Elle ne meurt pas des suites de son voyage en Afrique. Un des gardiens du musée nous a dit qu'elle était morte d'un cancer de l'utérus. Et jusqu'aux années 30, les œuvres de Lucie Couturier sont exposées aux côtés de celles de ses amis néo-impressionnistes, comme Paul Signac, donc Henri Edmond Cross, Theo van Rysselberghe, Charles Engrand. Mais à la mort de son mari, son œuvre n'est plus que rarement exposée jusqu'à tomber dans l'oubli, quoi. Donc Lucie Couturier écrivain, c'est donc ce livre Des inconnus chez moi en 1920. Et après, c'est un deuxième et troisième volume, Mes inconnus chez eux. Donc là, ce sont 2 volumes sortis en 1925, après son voyage en Afrique. Et Lucie Couturier a comme une 3e corde à son arc. Elle est aussi critique d'art. Donc elle a une grande connaissance du mouvement néo-impressionniste, de par sa proximité avec Paul Signac, et notamment à travers l'ouvrage qui s'appelle D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme, un ouvrage qui a donc été rédigé par Paul Signac. Donc elle se familiarise avec la critique d'art dans un premier temps à travers ses retours d'exposition, des retours d'exposition qu'elle commande donc à Paul Signac. Et lui va trouver en Lucie Couturier en fait une partenaire intellectuelle précieuse, de par sa connaissance de la théorie du néo-impressionnisme, mais aussi de par sa pratique personnelle et sa compréhension de l'œuvre. Donc elle est d'une des premières aussi à écrire sur l'œuvre de Georges Seurat. Elle écrira dans la revue L'Art décoratif, elle va écrire sur Bonnard, sur Henri Edmond Cross, elle va écrire aussi sur le Nabi Kerr Xavier Roussel, et ses écrits sont essentiels donc à la compréhension de ce mouvement néo-impressionniste. Elle écrira aussi dans le bulletin de la vie artistique qui est édité par la galerie Bernheim-Jeune. Donc voilà, une femme qui a une vie courte mais bien remplie par la pratique et par la pratique intellectuelle aussi. Quoi. Oui, c'est d'ailleurs, alors, parce que dans le papier sur Edmond Charles Cross, Henri Edmond Cross, pardon, je pourrais mettre Charles là-dedans. Eh bien, Lucie Couturier revient à plusieurs reprises dans le dossier du petit canard que j'ai sur cette exposition Henri Edmond Cross. Oui, elle était assez proche. Alors, elle a fréquenté des anards toute sa vie. Bon, voilà, mais des anards qui n'étaient pas des imbéciles heureux comme il y en a beaucoup aujourd'hui, mais des anards qui étaient des gens pacifiques, des gens qui rêvaient d'harmonie universelle, etc., etc. Et voilà, elle devait se sentir bien au milieu de tous ces mecs, parce que c'était que des mecs pour la plupart. En tout cas, il n'y avait pas vraiment beaucoup de femmes dans ce milieu. Et je pense que ça a pu aussi influencer, parce que quand on voit qu'elle accueille ces tirailleurs sénégalais chez elle, mais vraiment avec une gentillesse, avec un sens de l'hospitalité invraisemblable, ça n'existerait pas aujourd'hui, si vous voulez,
dans cette espèce d'élite intellectuelle. Voilà, aujourd'hui, ils ont tous un peu le cul pincé. Je doute qu'ils reçoivent des tirailleurs sénégalais chez eux, s'il y en avait encore, en tout cas. Voilà. Ouais, mais il faut recontextualiser quand même l'image qu'on avait de l'Africain à cette époque-là. Hein. C'était quand même elle dit qu'au départ, quand ils sont arrivés à côté de chez elle à Fréjus, bon, ça l'a un peu perturbé. Quoi. Puis finalement, comme c'était une femme qui avait l'esprit très ouvert, en fait, la relation s'est rapidement faite. Mais effectivement, elle était un petit peu surprise dans un premier temps. Quoi. Oui, mais alors après, c'était vraiment une relation intense. Il n'y a pas d'histoire d'amour, etc. Mais c'est vraiment une empathie envers ces soldats pour ouvrir une petite école pour leur apprendre le français, etc. C'est quand même invraisemblable, quoi. Mais je pense que bon, la fréquentation de la petite bande à Signac, etc., les Crosses et compagnie, Luce, ça n'a pas dû être anodin dans son parcours, je pense. Ouais, ce qui est effectivement ce qu'on peut, malgré tout, c'est ce qu'on voit, c'est que, c'était la seule femme de la bande et c'est pratiquement la seule qui est tombée dans l'oubli, quoi. Oui, voilà. On a retenu Luce, Signac. Pas tellement Edmond, pas tellement Cross. Là, nous on l'a découvert à Giverny, mais moi j'avais jamais entendu parler de ce personnage. Et elle, ce qui m'a frappé dans cette exposition à Vernon. D'abord, je dois rappeler quand même, et ça on le fera à chaque fois qu'on ira à Vernon, je suppose, c'est qu'il y a les gens qui s'occupent, je sais pas comment on peut dire, des gardiens, c'est pas vraiment le mot, mais enfin bon, quand même, qui sont là pour un petit peu faire attention à ce que les gens n'emportent pas les collections ou mettent pas leur doigt poissé d'huile de frite sur les œuvres. Ils ont une culture de ce qui est présenté dans les expositions invraisemblable. Le gardien, c'était vraiment... on avait l'impression d'être avec un historien d'art qui nous racontait d'une manière tranquille, et voilà, sans hésitation, la vie de cet artiste. Et moi, j'étais frappé, parce que je déteste les natures mortes, d'habitude. Je déteste les bouquets de fleurs. Et là, ma camarade peut en témoigner, si sa mémoire ne la trahit pas, ce qui peut arriver, que j'étais vraiment heureux d'enfin aimer des fleurs, voilà, des fleurs peintes, parce qu'elle a une technique picturale qui c'est pas le pointillisme, c'est pas le divisionnisme, c'est le néo-impressionnisme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a dépassé tout ça, mais quand même il reste quand même quelque chose dans le choix des complémentaires, dans les espèces de flamboyance des couleurs dans ces natures mortes, dans ces bouquets de fleurs surtout, qui est assez étonnante. Voilà, c'est ça qui m'a séduit surtout, c'est les couleurs de ces qu'elle restitue ou qu'elle magnifie, les couleurs de fleurs dans ces peintures. Ouais, de fleurs, de légumes aussi, parce qu'on parle de son œuvre, on a qu'à en parler. Oui, la vraie nature montre les légumes. Ouais, non, mais il y a des choux, par contre, il y a un chou rouge, là, il y a des violets, elle arrive à mettre des touches de violets qui sont impressionnants, quoi, des rouges, des violets, c'est vrai que il y a vraiment quelque chose, effectivement, dans ces peintures. Et par contre, ce qu'on avait remarqué, il y a quelques photos d'elle, et elle a toujours un air très mélancolique. Ah là là, absolument, oui, ça me donne envie de vous suicider. C'est une grande femme assez élancée, et en fait, effectivement, elle a une grande tristesse dans son visage. Oui, dans son visage. Oui, voilà, c'est ça. Ça nous a frappé tous les deux parce que il y avait des photos d'époque et on la voit. Et vraiment, c'est assez poignant d'ailleurs. Voilà, est-ce que c'est déjà la maladie qui était qui la faisait souffrir? On ne sait pas. Enfin bon, bref, parce que elle a vécu toujours dans des milieux heureux, etc., etc. Elle par sa peinture aussi, et par vous voyez, cette espèce d'ouverture d'esprit envers les sauvages. Et mais non, mais sur son visage, elle n'avait pas un visage qui attirait vraiment la sympathie, on peut pas le dire. Mais bon, c'est comme quoi il faut se méfier un petit peu de l'habit. Il ne fait pas le moine, comme on dit toutes les grand-mères de France et de Navarre. Non, c'est vraiment une découverte. Vraiment, Vernon, je vous recommande, c'est pas très loin quand même, vous pouvez y aller
Mais sans voiture, comment on Je y sais va? pas, j'ai pas regardé sans voiture. Voilà. Mais Vernon, c'est une petite ville de province, un trou du cul du monde, évidemment, où on a découvert une nouvelle pizzeria fabuleuse. Voilà, où j'ai gentiment viré mon verre de vin sur le sol. Voilà, parce que quand je parle, je fais des grands moulinets. Et bon, je ne fais pas toujours très attention à mes moulinets, mais par contre, le verre de vin, lui, il l'a pris plein pot. Voilà. Mais le patron, très gentil, il nous a même payé le café, je crois. Il nous a offert le café. Pour nous remercier d'avoir cassé son verre de vin. Ouais, non, mais c'est vrai que ce petit musée de Vernon, il paye vanille. Et là, on n'a pas refait, ils ont changé les collections permanentes parce qu'il y a toute une partie sur animalière, sur la sculpture animalière. Il y avait à un moment des Stenlen, je crois qu'ils ont un peu tout changé, mais là, comme on avait d'autres, on devait aller après à Giverny, c'est vrai on n'a pas fait des étages, quoi. On n'a pas fait les étages, mais je pense que c'était bien parce que c'est assez, je crois que c'était suffisant. Assez prise de tête l'exposition de Lucie Couturier. Toujours pareil dans les expositions, enfin je parle pour moi, pour ma chapelle, je peux pas en voir trop. Voilà. Et pour Lucie Couturier c'était suffisant, ça m'a bien plu. Et après aller s'user à regarder encore des œuvres d'art, c'était pas trop mon truc. Et ma camarade, pour une fois, elle a pas trop passé. Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir. Et moi j'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie c'est la paix. La vie c'est la paix.
Voilà, c'était La Différence, interprétée par Salif Keita. Oui, vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans faire la carpette. Très important, sans faire la carpette. Voilà, on n'est pas des gens qui aiment faire la carpette. C'est l'émission à Racaille, sur le mardi 30 octobre, et nous vous causons dans le poste de Lucie Couturier, c'est presque fait, et Henri Edmond Cross, ça va le faire maintenant, avec un presse-papier, je suis lent, avec mon papier sur Henri Edmond Cross. J'ai fait un papier parce que je me sentais un peu coupable vis-à-vis de ma camarade, qui est une bosseuse, et que moi je suis un dilettante. Alors j'ai dit non, fini le dilettantisme. Il est né, il est mort. Je n'aime pas les dates. Il a changé de nom, pris un pseudo pour signer ses tableaux. S'appelait Delacroix, car c'est son vrai nom. C'est pas très facile à porter. Un Cross existait, mais avec un seul S. Un peintre aussi, et assez célèbre. Alors il a ajouté Edmond à Henri, pour bien se différencier de ce Cross CROS. Voilà. Mais ça, c'est aujourd'hui, si vous voulez, les noms, il y a des noms de peintres, il y a 10, 20, 30, 40 personnes qui s'appellent du même nom et qui sont parfois même peintres et le même prénom aussi. Voilà. Bon. Oui, ça fait partie de la vie d'un artiste, ces petites misères qui sont pas passagères, mais on les arrange à la manière de Cross, ou pas. Par ailleurs, plutôt que par ici, un artiste oublié aujourd'hui, comme tant et tant d'autres, qui, de leur vivant, comme on dit, ont été célèbres. Parmi eux, parmi leurs confrères, ou du public, ou les deux. Il vaut mieux les deux. Ce fut son cas. Henri Edmond était un chasseur de couleurs, comme d'autres peuvent chasser l'ours, le loup ou la tendre bécasse. Toute sa courte vie s'est esbinée de ce pauvre monde de la cinquantaine à peine entamé, mais nous a laissé, une œuvre qui compte parmi les plus beaux legs de la peinture moderne. D'abord assez classique dans sa facture, dans sa peinture, par des portraits ou de scènes de genre, il va s'éclater ensuite dans le travail périlleux du motif. Le chevalet posé dans les pinèdes méditerranéennes. En fait, il peignait surtout dans les pinèdes méditerranéennes des aquarelles qu'il retravaillait en peinture à l'huile dans l'atelier. Comme beaucoup de peintres, soi-disant sur le motif, l'ont fait avant lui et l'ont fait après lui. Voilà. La découverte du Sud l'a révélé. Un homme du Nord, pourtant, sujet à des crises de rhumatisme, dont le soleil de Provence atténuait les souffrances, où il rejoint Signac, et où une petite bande va se former comme on rêvait Van Gogh à Arles. Ce qui ne l'a pas fait, Cross le réalise. Et ce phalanstère n'a qu'une préoccupation, la couleur. Ouais, la couleur, encore la couleur. Voilà, c'est vraiment ce qui les lie tous ensemble, c'est cette recherche de la couleur, mais pas de n'importe quelle couleur. Comment la faire chanter, la faire éclater, jaillir, illuminer les yeux qui la regardent. À la suite de Seurat qu'il a glissé à 30 ans. Le pointillisme, le divisionnisme sont des techniques qui sont exploitées, triturées, exaltées, jusqu'à les user au point de les faire disparaître au profit d'autres approches de la couleur, telles que sera le fauvisme qui vivra sa vie flamboyante à la même époque, ou le post-impressionnisme. Voilà. Un petit phalanstère qui n'a pas fini de faire parler de lui au cours de ce qui a suivi, enfin du siècle suivant, hein, parce que le fauvisme, ça a été aussi une espèce de bombe qui a éclaté dans la vie bourgeoise. Bon. Par un dépassement de la touche par des aplats de couleur pure. Ça, c'est Cross qui s'échappe du divisionnisme et du pointillisme. Voilà. Et qui dévoie donc ce pointillisme et ce divisionnisme en écrasant la touche et en rejoignant le post-impressionnisme, ce que je viens de dire, mais je radote, vous me pardonnerez. De la fragilité de la vibration colorée, il s'affirme en s'en affranchissant et en ouvrant la voie à l'abstraction d'une manière prémonitoire, car déjà, dans les conversations de ces jeunes artistes,
le nom figuratif pointait le pif. On peut imaginer que sans ces précurseurs, les Kandinsky et autres Delaunay n'auraient pas existé tels que nous les connaissons. Mais j'ai oublié le meilleur ou la meilleure. Henri Edmond était anarchiste, ainsi que beaucoup de ses camarades barbouilleurs, qui faisaient dans l'hédonisme. Non, ce n'est pas une de mes grossièretés habituelles. Une philosophie proche des idéaux libertaires, mais pas de se dévoyer de radio dite libertaire de ses petits chefs, comme chacun le sait. Ce qui n'enlève rien à l'idée, surtout lorsqu'elle a été soutenue par des artistes tels que Cross, mais aussi Pissarro et son fils Lucien, Signac, autant d'anarchie transformée sous la pression en temps d'harmonie aujourd'hui, à la mairie de Montreuil, pour vous dire que le temps passe, mais les choses se ressemblent. Luce et Engrand, Féléon, enfin, un critique qui les a accompagnés durant toute sa vie, et toute leur vie aussi, qui tous défendaient le concept d'harmonie, un engagement pictural et social. En étant conscient que cette harmonie anarchiste, une utopie, ne pourra au mieux vivre avec les hommes et pour eux que dans quelques siècles. L'art n'empêche pas la lucidité. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que toute cette histoire d'harmonie, là, justement, par rapport au tableau de Signac, il y a Puvis de Chavannes, en fait, qui lui parlait de, quand il voyait l'utopie, la situait dans le passé. Justement, ce que Signac fait, c'est que pour lui, l'utopie, c'est un rêve à venir. Donc, ce temps d'anarchie va arriver. Donc, c'est beaucoup plus optimiste parce qu'on tend vers un meilleur avenir. Hein. Et il met en évidence, en fait, dans ces tableaux, ce lien intime qu'il y a entre l'homme, la nature. Et ça, il y a Élisée Reclus aussi qui parle de tout ça, quoi. Oui, c'est vraiment un concept lié à l'utopie anarchiste, voilà. Et d'ailleurs, il vivait ce petit phalanstère provençal, le rêve de Van Gogh, qu'il a tenté de réaliser d'abord avec Gauguin, qu'il a lâché d'une manière assez triste. Voilà, et puis ça a fait un flop, ça s'est arrêté là. Et Vincent s'est retrouvé dans l'hôpital psychiatrique de Saint-Rémy, voilà, mais ce n'est pas arrivé à Cross, ni à Signac, ni à Pissarro, père et fils, ni à Engrand, ni à Luce, et d'autres, hein. Et Fénéon, qui est un critique d'art, mais qui a vraiment... voilà, des critiques comme ça n'existe plus, hein, parce que l'art comme ça n'existe plus non plus, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de raison que des critiques telles que Fénéon existent encore. Ouais. Mais c'est pour ça que les couturiers sont allés près de Fréjus. En fait, au départ, ils fréquentaient la maison de campagne de Signac, et ça leur a donné envie, effectivement, d'acheter une petite propriété dans le coin, quoi. Oui, voilà. Mais, bon, alors... la poursuite de ce rêve d'harmonie appliqué à la peinture, si vous voulez, c'est la recherche d'une couleur presque idéale, vous voyez, une couleur qui transcenderait, la vie, l'image, surtout d'abord, enfin, mais ça pouvait aussi s'appliquer après à la vie, parce qu'en regardant ces images, voilà, l'image n'est pas innocente, l'image peut transformer un regard, et le regard peut transformer un état d'esprit, une manière de vivre. Voilà, le combat, c'est pas seulement sur les barricades, c'est pas seulement un fusil à la main, c'est une partie du combat. Mais il y a aussi le combat des artistes avec leurs pinceaux, avec leurs couleurs, leurs traits aussi, voilà, qui participent à la libération de l'humanité, à la libération de ces chaînes, comme l'expliquait ma camarade Piquécou pour ces travailleurs du Bordelais, voilà, qui sont enchaînés d'une manière parfaitement ignoble, abominable, voilà. Eh bien, des artistes comme ceux-là, les néo-impressionnistes, les fauves, pontilistes, divisionnistes, tout ce que... Mais ça, on peut remonter à l'époque des cavernes, déjà, avec les peintures rupestres. Voilà, ça permet à l'homme de
de fréquenter, et puis du coup qui fait des signes désespérés parce que je tape sur la table, je fais des bruits, tout ça, qui pollue le son. Voilà, tout ça pour dire plus simplement que Cross a été dans ce sens de libération des esprits, des têtes qui sont suivis après par les corps, a une si vous voulez, comment on peut dire, une action qui est assez importante et peut-être décisive dans cette défense d'idéaux qui sont pas pour nous tout de suite, qui seront peut-être pour des 10 générations, 20 générations, 30 générations après nous, mais qui existeront fatalement, puisque si la Terre crève pas avant, on se dirige quand même un peu vers ça, enfin tant qu'il y aura des artistes en tout cas. Non mais c'est important parce que pour beaucoup de gens l'art c'est quelque chose, c'est un passe-temps, une rigolade, etc., etc. Voilà. Mais non, c'est l'art, si vous voulez, depuis qu'il existe, en tout cas depuis que les hommes font des images à plat ou des images en volume, eh bien l'humanité, je crois qu'elle avance un peu aussi grâce à ça. Voilà, pas... D'ailleurs, cette exposition s'appelle Peindre le bonheur. Voilà. C'est leur quête, c'est leur idéal. Ils se mettent vraiment au service du bonheur de l'humanité. Voilà, ils essayent avec leurs petits moyens, avec leurs petits pinceaux, avec la petite peinture, leur petite toile. Ils ajoutent, si vous voulez, ils ajoutent au progrès humain, leur rapport qui n'est pas négligeable du tout. D'ailleurs, si vous intéressez un peu à la suite de cette émission au travail de cet artiste, mais aussi de ses petits copains, les Signac et compagnie, on vous a déjà parlé de Pissarro, mais on vous avait pas parlé tellement de Signac, un petit peu, si peu, je pense. Un petit peu Signac, mais par contre, c'est vrai que Henri Edmond Cross, non, on n'avait pas trop parlé. Mais il faut dire que tu as quand même évolué, parce qu'à un moment, tu étais assez réfractaire à toutes ces techniques de peinture, quand même. Tout ce qui était des petites touches comme ça, tu disais non, ça me plaît pas. Sauf que maintenant, à la stupéfaction de ma camarade, je lui dis, ça m'intéresse, je vais peut-être essayer un petit peu quand même pour voir ce que... Parce qu'en fait, c'est assez, comment dirais-je, c'est un bon apprentissage pour après se libérer justement de ces touches pointillistes. Parce que c'est ce qu'a fait Cross. Lui, il a été d'abord un peintre classique qui faisait du paysage, pas du paysage, qui faisait uniquement du portrait, et d'une manière très très classique. Il n'y avait rien, on n'aurait pas pu différencier un Charles Cros d'un autre portraitiste de son époque. Et puis, il a découvert, à travers Signac, à travers Seurat, il a découvert ce divisionnisme et ce pointillisme. Et ça l'a aidé à aller beaucoup plus loin, à devenir un néo-impressionniste, après avoir été pointilliste et divisionniste, et à ce que sa touche se transforme en une touche picturale plus affirmée. Voilà, il y a un chemin là qu'on peut essayer de suivre, si on est intéressé par la peinture, si soi-même on veut pratiquer, si on est un débutant, mais les débutants on l'est toute sa vie quand on est dans la création, eh bien pour essayer de voir si ça ne peut pas nous permettre, à nous, les béotiens du XXIe siècle, à retrouver la joie du motif. Voilà, c'est ça. Parce que la joie du motif, même Cross disait, lui, qu'il il avait un peu la trouille quand il a fallu qu'il s'attaque au motif, qu'il s'attaque à la nature. C'est pas venu si facilement que ça. De toute façon, c'est un angoissé. Toute sa vie, il était angoissé, et il partageait cette angoisse avec quelqu'un comme Matisse, qui était beaucoup plus jeune que lui. Et Matisse a adoré Cross, il a suivi, si vous voulez, ses conseils, parce que Cross, vous pouvez lui donner des conseils comme un adulte peut le donner à un jeune homme, pas un adulte, quelqu'un d'assez âgé, expérimenté, parce qu'ils partageaient les mêmes doutes, ils remettaient toujours en question leur travail. Voilà, alors quand on imagine Matisse, qui a aussi fait du divisionnisme et du pointillisme,
et qui en est sorti comme Cross, mais d'une manière encore peut-être plus affirmée. Voilà, c'est quand même, on peut le dire, vu la notoriété immense de Matisse maintenant, il est révéré comme un grand maître de l'art moderne, ce qui n'est pas tout à fait mon avis, mais enfin bon, je pourrais peut-être dans 10-20 ans revenir là-dessus. Voilà. Mais Cross est là pour Matisse. Voilà, c'est quand même une référence qu'on ne peut pas négliger quand même, je pense. Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a 3 continents et des siècles d'histoire, des prophètes des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ces rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives, des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparue la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant. J'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes, les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole, et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. En Méditerranée, Georges Moustaki. Sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois, sans loi et sans faire la carpette, à Racaille, Lucie Couturier et Henri Edmond Cross, qu'on va se terminer avec ma camarade Piquet-Cou, en parlant des œuvres, de quelques œuvres de ces artistes, voilà. On va mélanger nos savoirs. Et bon. Ouais, tu veux que je reparte sur Lucie Couturier? Oh, bah oui, parce qu'on a bien parlé sûr. on a parlé de ces natures mortes, hein, de ces légumes, donc de ces couleurs, de ces superbes couleurs, de la pâte aussi, hein, qu'il y a, de ces violets, de ces verts, de ces tissus avec des reflets colorés, hein, de ces bouquets de fleurs. Alors c'est vrai qu'il y a une évolution aussi dans le travail quand même, parce que là par exemple j'ai fleurs et fruits, et là on voit nettement ça touche, hein. On voit vraiment que c'est des touches à coller, alors que sur certaines natures mortes, non, on a plutôt l'impression que
c'est entre un peu impressionniste, quoi. Donc on voit vraiment sa technique qui évolue. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que on va voir dans ce que j'ai acheté, le petit bouquin de l'expo qu'il y avait au musée de Vernon. Donc il y a toutes ces œuvres qu'elle a faites de son voyage en Afrique. Et alors là, on change complètement de style, puisqu'on passe à l'aquarelle. Hein. Donc elle va faire des portraits de des tirailleurs sénégalais qu'elle va rencontrer, qui vont venir chez elle, puisque on en voit un là par exemple, c'est le noir lisant. Donc c'est une aquarelle de 63 sur 47. Donc il est autour de sa table et il a un stylo à la main. Il est en train de lire. Et donc il y a elle travaille sur un papier. Donc c'est de l'aquarelle sur papier. On le voit aussi, elle en fait un autre portrait de profil. Et puis après, il y a toutes ces croquis, dessins qu'elle fait tout au long de son voyage, où il y a des scènes de rue. Donc on la voit à Conakry. Donc là, il y a il y a toute la population qui est dans les villages. Il y a aussi sur le village Sana. Alors là, c'est c'est du lavis, hein, c'est du noir. C'est un papier qui est plus sombre. Donc là, il y a après des gens qui dansent. Enfin voilà, elle va faire des croquis tout au long de ses 10 mois de voyage. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit peu sur son travail. Si tu as autre chose à ajouter, non ? Oui, je peux rajouter, mais je pense que je l'ai déjà un peu exprimé. C'est que une femme, il faut bien se remettre dans le contexte de cette époque où il y avait très très peu de femmes qui se consacraient aux arts plastiques, autant la sculpture que la peinture. Si, on a eu évidemment Camille Claudel, et on a eu des gens comme ça, mais c'est un peu après, je pense, quand même. Camille Claudel, c'est pas Camille Claudel, non, c'est à la même époque, parce que Camille Claudel elle a été internée en 1915, tu vois. Oui, c'est à la même époque, donc voilà. Pour dire que, oui, elle était, mais ça, encore une fois, je vais radoter, mais c'est la fréquentation, je pense, de ce phalanstère anarchiste qui a pu participer à son, on pourra dire sa libération. Je pense qu'elle avait besoin de personne pour se libérer, mais à la libération, en tout cas, de sa peinture, hein, qui a pris une coloration, qui a pris un tempérament qu'elle aurait peut-être pas pris si elle n'avait pas fréquenté ce cénacle, ce phalanstère de jeunes peintres néo-impressionnistes. Ouais, alors je sais pas si j'ai envie de le lire quand même. Donc c'est un petit texte où elle est critique d'art en fait, parce qu'il y a plusieurs choses que j'aurais pu lire. On peut trouver, je mettrai les liens sur le blog, des extraits de ses livres sur des inconnus chez moi et mes inconnus chez eux. Donc là, le deuxième, en fait, on le trouve en intégralité sur le site de Gallica. Donc elle raconte tout son voyage, comment elle arrive à Dakar, comment est la ville, comment sont les gens. Et là, c'est dans le bulletin de la vie artistique. Donc elle parle de ses réflexions sur le rôle du critique d'art. La critique d'art dans son état actuel est donc le plus parfait exemple de la confusion des langues. On y parle d'une part de métier, d'autre part de rendu, ou de construction, ou d'invention, ou de tradition. Et non seulement chaque juge en est arrivé à se servir de mots différents pour définir le même art, mais encore, certains mots, en passant par plusieurs bouches, y prennent des valeurs distinctes, parfois contraires. Il se pourrait par exemple qu'en voulant faire l'éloge de la peinture de Roussel, je me sers d'expressions qui la déconsidéreront auprès d'autres personnes. Il en résulte que parler d'art n'est une réalité pratique qu'entre quelques individus, 3 ou 4 au plus, ceux dont la communauté de pensée, les relations ininterrompues permettent de stabiliser un même vocabulaire d'esthétique. Dans tous les autres cas, une conversation sur la peinture n'est qu'un ridicule quiproquo. On a l'habitude peu généreuse d'accuser de cet état de choses des historiens d'art. Les peintres, notamment, ne les épargnent pas. Et le public prend le parti des peintres sous le prétexte que ceux qui pratiquent un art, un métier, sont les mieux placés pour en parler. Le public aurait raison si les peintres pratiquaient en effet un même métier, un même art. Mais ils ont chacun un métier différent et possèdent de l'art une idée différente, sinon opposée. Pourquoi dès lors parler peinture, dira-t-on, et surtout en écrire ?
La critique est à supprimer. On se demande comment elle persiste et je devrais m'arrêter là. Comme présomption contre la peinture s'impose, à mon avis ce fait, elle est le seul sujet qui fasse dire des bêtises à tout le monde. Quant à la recherche de cette peinture pure, que l'on s'accorde à reconnaître dans Cézanne, elle serait facilitée si l'on changeait son nom, qui l'a fait confondre avec le revêtement d'un banc de jardin en celui de poésie picturale. Au lieu du mot art, trop souple, le mot poésie indiquerait plus précisément ce qu'il y a d'essentiel dans les œuvres, les images. Oui, je crois que ça n'a pas vieilli du tout. Alors il y a quelques coupures quand même dans ce texte, mais voilà, c'est intéressant quand même cette façon qu'elle a de voir comment, Tout à fait, hein. comment on peut parler d'art, quoi. Comme ça, comment on ne devrait pas en parler. Comment on ne devrait pas en parler, voilà. Parce Non, que... mais ça, je pense que ça n'a pas vieilli du tout et que ça s'est amplifié encore. Le pompeux des critiques d'art aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, voilà, n'a pas d'égal. Enfin, et c'est vrai que chaque artiste peint différemment, évidemment, a des conceptions souvent différentes sur la manière de travailler de l'art en général, sauf à 3 ou 4, mais elle fait peut-être référence à ces quelques artistes voilà, de Saint-Tropez ou des environs, je répète, Signac, Cross, Engrand, etc., etc. Voilà, Pissarro et d'autres, qui peuvent évidemment, eux, parler entre eux de peinture, puisqu'ils partagent les mêmes, comment dire, la même expérience et les mêmes envies et les mêmes idées sur les mêmes idéaux sur la peinture. Voilà. C'est tout à fait comme ça qu'on peut éventuellement en parler, mais vouloir être le critique de la peinture en général, c'est complètement absurde. Voilà, donc à retenir, Lucie Couturier, donc une femme peintre, écrivain, voyageuse, avec une remarquable intelligence. Tout à fait. Voilà. Et moi, je vais revenir sur Papa Cross, là, au tournant de sa vie d'artiste, avec Femme liant la vigne en 1890, c'est-à-dire 20 ans avant sa mort, où il prend délibérément le chemin qui va l'emmener jusqu'au postmodernisme. Voilà, parce qu'avant il s'était déjà émancipé du portrait classique, etc. Mais il était resté pour ses peintures différentes, ses scènes naturelles, etc. Ou même de genre un peu. Il s'était libéré, si vous voulez, c'était du sombre, parce que les portraits, c'était sur un fond bistre, etc. Vous connaissez le clair-obscur et tout ça. Et là, il a, par exemple, dans cette petite peinture qui s'appelle Blanchisseuse en Provence, je vois pas très bien où est la blanchisserie dans la reproduction que j'ai devant les yeux, mais je veux bien le croire. Eh bien, les couleurs sont pas très contrastées. Tout ça est assez pâle et assez timide. Alors que Femme liant la vigne, peinte en 1890, une huile sur toile aussi, et bien là, les contrastes sont forts. On voit déjà les tentatives de séparation des couleurs, pas encore vraiment, mais un peu quand même, voilà. Et c'est le tournant, c'est à partir de ce moment-là, à partir de cette peinture, qu'il va carrément se diriger vers le divisionnisme, le pointillisme et le postmodernisme. Après, il aura une peinture qui s'appelle Monaco aussi, alors, que je ne comprends pas très bien, parce que il y a plus de pointillisme, il n'y a plus de divisionnisme, c'est pas encore le post-impressionnisme. C'est en somme une peinture assez classique, mais énorme. Elle fait 196 cm sur 246, voilà. Qui, d'après ce que je lis, c'est une quête précoce de l'harmonie, mais je ne suis pas vraiment enthousiasmé par ce genre de peinture qui n'a pas une vraie personnalité picturale. Voilà, il n'émerge pas encore de son espèce de classicisme un petit peu banal. Par contre,
Par contre, plage de baigne-cul, là, on y est complètement. Voilà, c'est... Alors, non, c'est assez impressionnant. Là, on bascule vraiment dans le pointillisme, mais avec des touches quand même. C'est pas Seurat, c'est pas du tout Seurat, ni Savignac. C'est Croce déjà, parce que ces touches sont un peu plus écrasées, un peu plus larges. Voilà, on sent qu'il y a moins de retenue, en tout cas. Mais par contre, il y a un bleu de la mer, là, qui est absolument... Et avec ses complémentaires, parce que opposé à la mer bleue, un cobalt, voilà, avec des zones plus claires, il y a une espèce d'orange de la plage. Je pense que c'est des algues brunies, voilà, et qui exaltent évidemment le bleu de la mer. Voilà. Et l'apothéose, je crois que je déteste par contre, c'est la chevelure vers 1882. C'est une femme qui se peigne, mais alors là, on voit tous les petits points, les machins. Je pense que c'est une leçon de choses en peinture, mais qui m'enthousiasme pas vraiment. Voilà, ça c'est les étapes. Il y a aussi les îles d'or vers 1891-92. Où là, il applique cette technique du divisionnisme d'une manière complètement appliquée. C'est vrai que les bleus qu'il y a dans cette peinture sont assez éblouissants, mais il n'y a pas d'émotion comme il peut y en avoir par contre dans la mer clapotante, où la touche est beaucoup plus généreuse, beaucoup plus large, et où il y a une sensation de mouvement qui touche, qui est sensible. Et puis après, il y a la série des calanques, voilà, le Cap Layet, paysage provençal, où là, il a trouvé, je crois, une touche qui va durer un bon moment, jusqu'au faune. Là, c'est 4-5 ans avant sa mort, où il y a un petit texte de Maurice Denis que je vais vous lire. L'intelligence de Croce fit alors un effort admirable pour transformer, pour agrandir son procédé et discipliner sa sensibilité au service de l'art plus noble qu'il entrevoyait. Il ne cherchait plus, comme autrefois, à exprimer la lumière solaire par la décoloration, par le blanc à peine teinté, mais au moyen des oppositions de teintes préférées à celles des tons, il substitue à l'éclat aveuglant du spectacle ensoleillé une riche tapisserie de couleurs fulgurantes. En un mot, il transposait. Voilà. Et alors, je n'aime pas du tout ce faune. Je trouve, on dirait, un jambonneau qui danse voilà, sur une jambe. Donc, il a un rose. C'est l'anatomie du personnage que j'aime pas. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la touche, mais je pense qu'il n'était pas... Il avait quelques difficultés avec l'anatomie, d'une manière générale. Voilà, est-ce que c'est dû au divisionnisme ou je sais pas. Bon, bref. Et puis enfin, parce que je ne vais pas vous tartiner ça pendant 1 heure, il y a une peinture qui m'a beaucoup impressionné, c'est la course de taureau, qui a été présentée aux indépendants peu après l'adoption par Croce de la division. Et ce tableau singulier regarde du côté de Seurat, récemment disparu, évidemment. Alors là, il y a la finesse de la touche, c'est vraiment une myriade de touches, mais c'est pas ça qui frappe le plus. Ce qui frappe, c'est la composition. Avec 2 spectateurs vus de dos, c'est une contre-plongée, on dirait en cinéma, hein, voilà. Au premier plan, une femme tout en bleu avec un grand chapeau, une voilette, etc., mais de dos, et en dessous, un homme au chapeau qui regarde à la jumelle ce qui se passe en bas, qui est la reine, et où un toréador met des banderilles sur un taureau avec 5 toréadors autour avec leur cape, etc., qui attendent. Alors ça donne une impression. Il y a une impression de vide, évidemment, parce que la reine est complètement vide, hormis ce premier plan qui est sur la droite, et la scène de corrida qui est sur la gauche, et en face, la piste, complètement vide. Au fond, je suppose que ce sont les spectateurs sur
sur les gradins, mais on ne les distingue pas du tout. Voilà. Là, c'est si vous voulez, un parti pris de mise en abîme qui est assez stupéfiant, pas du tout usité à cette époque-là, ce genre de composition. C'est vraiment très, très, très moderne. Voilà. J'arrêterai là, parce que bon, j'en ai un peu marre. Après, il y a les scènes, effectivement, de paysages dans le sud, d'arbres, les scènes de plage, là, voilà. avec les enfants. Des femmes nues sous les chênes-lièges. Et encore là, je suis pas vraiment convaincu par l'anatomie des corps de femmes. Voilà, mais le reste, les chênes-lièges, le paysage, c'est magnifique. Encore, cette nouvelle touche bien large, bien grasse, qui rapproche un petit peu de la touche de Van Gogh, je dois dire, en même temps. Hein. Bon, il ne faut pas non plus oublier notre camarade Van Gogh. Voir la rivière gelée, vouloir être un printemps, voir la terre brûler et semer en chantant, voir que l'on a 20 ans, vouloir les consumer, voir passer un croquant et tenter de l'aimer, voir une barricade et la vouloir défendre, voir périr l'embuscade et puis ne pas se rendre, voir le gris des faubourgs, vouloir être Renoir, voir l'ennemi de toujours et fermer sa mémoire, voir que l'on va vieillir et vouloir commencer, voir un amour fleurir et si vouloir brûler, voir la peur inutile, la laisser au crapaud, voir que l'on est fragile et chanter à nouveau. Voilà ce que je vois, voilà ce que je veux, depuis que je te vois. Depuis que je te veux. Radio Soupente. La station des Rapins, 100 fois, sans loi et sans faire la carpette à Racaille, qui se termine. On vous a causé dans le poste de Lucie Couturier et Henri de Moncrosse, on va les laisser un peu tranquilles, qu'ils se refassent une santé, mais on vous en reparlera peut-être dans les mois ou les années à venir, enfin le temps qui nous reste en tout cas à causer. Ouais. Alors pour les expositions, alors pour Lucie Couturier, c'est malheureusement trop tard pour se rendre à Vernon. L'exposition se terminait le 14 octobre et avec la période trouble que nous avons traversée, effectivement, on n'a pas pu vous rendre compte plus tôt de cette exposition. On en est vraiment peiné. Ouais. Alors pour Henri de Moncrosse, par contre, il est encore temps de se dépêcher d'aller à Giverny. C'est jusqu'au 4 novembre et c'est au musée des impressionnistes. Et alors, il faut se rassurer, c'est-à-dire quand on arrive à Giverny, il y a des grands parkings, il y a des cars, parce qu'effectivement tout le monde se rue sur les jardins de Monet et la maison de Monet. Mais si on va au musée des impressionnistes, on est plutôt tranquille en fait. Hein. Donc on peut voir cette exposition sereinement, quoi. Voilà. Alors sinon pour les autres expositions, on peut rappeler chez Artam Gallery jusqu'au 10 novembre. Artam Gallery, c'est je crois 37 rue Ramponneau à Paris. Il y a Germaine Raca qui expose son travail. Jusqu'au 22 décembre, il y a Estelle, c'est une de notre copine céramiste qui expose l'école d'art de Douai, Mon royaume pour une couronne. Jusqu'au 3 novembre, toujours à la mairie du 13e, ce sont les artistes du Cercle des Gobelins qui exposent donc dans les locaux de la mairie.
Une exposition que j'ai repérée, j'ai bien envie qu'on s'y rende la semaine prochaine, ce sont les contes cruels de Paula Rego. C'est au musée de l'Orangerie, donc à Paris. Paula Rego est une artiste portugaise, et je pense que c'est une exposition dont il y aurait des choses intéressantes à retenir. C'est une exposition qui vient juste de démarrer, elle est jusqu'au 14 janvier. Voilà, donc Paula Rego est née en 1935, hein, pour se faire un petit peu une idée de l'époque. Il y a un hommage, alors ça c'est la galerie Licence 4, c'est François Grand à Lyon qui nous fait toujours parvenir ces infos, c'est jusqu'au 25 novembre, c'est un hommage à Guillaume Apollinaire à travers le regard de Jean-Christophe Fischer, c'est par rapport aux soldats et aux blessures de guerre. Ouais, très gai. Le culturel de la semaine, alors on est allé voir au Méliès à Montreuil, attention, c'est le seul cinéma du monde où on peut voir des films intéressants. Avec 6 salles classées art et essai, c'est pas voilà, non, c'est pas une salle, c'est pas du tout Utopia, hein, c'est autre chose. Le procès contre Nelson Mandela et les autres, et c'est les autres qu'il faut retenir aussi, parce que Nelson Mandela, s'il a pris cette place de leader, c'est à la suite d'un vote qu'il y a eu en prison entre tous les prisonniers de l'ANC qui ont désigné Nelson comme leur porte-parole, puisque il était avocat, qui savait causer, alors que la plupart des autres étaient pas analphabètes, mais presque, mais aussi parfois totalement. Voilà, c'était des gens, des ouvriers, des paysans, pas des gens instruits. Voilà. Alors Mandela, évidemment, en étant le porte-parole, eh bien, il a pris une importance, mais c'est pas le seul. Ils étaient tout un groupe dont un qui s'appelle Sisulu. Oui, Sisulu. Sisulu. C'est son fils qui va témoigner, je crois. Ouais, son fils qui témoigne, et Sisulu, qui était en fait l'éminence grise ou l'inspirateur de Mandela. Voilà. Qui c'est qui connaît Sisulu, hein? La personne. Et là, ce film, alors c'est un film de Nicolas Campo et Gilles Porte, je dirais plutôt un doc, c'est un montage de documents d'archives, de son aussi, parce que ce procès n'a pas été filmé, comme en France, on ne filme pas les procès, mais il y a eu 500 heures de son, je crois. Et en fait, qui viennent juste d'être exhumés des archives, donc c'est pour ça qu'il y a eu l'idée de ce film, en fait. Voilà. Et comment dirais-je, et si vous voulez, alors donc, des bandes-sons d'époque, des images de films d'époque, mais pas du procès, mais d'autres lieux où comme la villa où ils se réunissaient, là, qui a été, voilà. Et puis, il y a de l'animation avec des images assez intéressantes, en noir et blanc, des dessins, des fusains, je pense, ou quelque chose comme ça, qui permettent à l'esprit de s'évader. Et si vous voulez, ça ne distrait pas, comme pourrait distraire des dessins plus aboutis. C'est très poétique, et ça renforce le propos du film, je crois. Ah ouais, c'est très très bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé ce graphisme. Alors toi tu préférais les parties plus abstraites, moi j'aimais bien les parties un peu figuratives où on voyait justement les personnages. Alors c'est comme si on travaillait un peu avec un gros fusain et du buvard qu'on étalait un petit peu, quoi. Et en fait ce film, effectivement, on est au procès de Rivonia, donc on est en juillet 1963. Quand ses membres vont être arrêtés, en fait, après une période de lutte pacifiste, Mandela, voyant que ça ne sert à rien, passe à une période de sabotage. Activiste. Voilà, donc il y a une période de sabotage et c'est suite à... c'est un pylône électrique qui a explosé et donc ses membres ont été arrêtés. Ils ont fait dérailler aussi les trains. Mais il n'y a jamais eu de victime, je pense. Hein. Donc on va suivre tout ça et c'est... il y a une émotion qui va vraiment grandissante au fil du film parce il y a quelques survivants qui vont témoigner. On va voir ces avocats de la défense là qui sont absolument incroyables. Donc forcément là, quand le film est tourné, ils sont tous nonagénaires pratiquement, quoi. Mais c'est très très touchant et c'est quand même un grand moment d'histoire, quoi. Oui, parce que les avocats ont été persécutés, etc. Vous savez, il y en a un qui a dû s'exiler même.
Voilà, c'est vraiment, on est aujourd'hui quasiment en Palestine. Hein, voilà, les Palestiniens subissent, c'est même encore pire parce que pour les Noirs africains, il y avait évidemment de la torture, etc. Mais c'était pas, je pense, pas aussi, comment dirais-je, quotidien. Je sais pas, enfin, je ne vais pas m'avancer. Enfin bon, ça donne pas l'impression d'être aussi violent que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Mais bon, mais il y a un rapport quand même certain de colonisateur à colonisé, voilà, comme c'est évoqué dans ce procès contre Mandela et les autres. Ouais, donc ça vient de sortir. Hein, oui, mais c'est vraiment, il faut. Je pense que si on doit aller voir un film, on ne donne pas d'ordre, hein, attention. Mais si on doit aller voir un film, je pense que celui-là, c'est un bon choix. Voilà, c'est un doc. Ouais. Voilà. Dans les bouquins, on a reçu, c'est Gérard Jean qui nous a envoyé ça, c'est sympa de sa part, un bouquin qui vient de sortir aux éditions Color Gang, c'est Requiem pour Gaza, donc c'est face à la situation catastrophique en Palestine, en fait ce sont une trentaine de poètes arabes, palestiniens, donc israéliens, français, Français d'André Robert. Voilà, dont André Robert, voilà, ce sont des textes d'une trentaine de poètes pour Gaza. Quoi. Ouais, voilà, bon. Voilà, on se termine en remerciant les camarades, auditrices, auditeurs qui nous écoutent, Claude et André à la Nation, Karine, dite Karine Ouzette, la grande copine à ma camarade Picheiko, une artiste, et puis pas n'importe quelle artiste, Marie-Christine Béguet, une graveuse gardoise, Christiane, une femme de ménage sublime, qui assure la propreté d'une librairie dont on ne vous citera pas le nom. On est des méchants. Attends, on va se défendre. Claude et William, nos auditeurs bretons de Brest, qui entretiennent une correspondance suivie avec nous. Oui, c'est sympa. Depuis qu'on a été éjectés, d'où vous savez. Jean-Paul Souvraz, notre peintre de Schnorr de Coup de Kercbranche. Claudine, aussi une copine. Elle a beaucoup de copines, Piquet. Enfin, qui s'intéresse beaucoup à l'art et qui a une bibliothèque, j'en ai des échos par ma camarade Piquet-Cou, qui cafte un peu, mais qui me font une bibliothèque qui me fait baver, une bibliothèque artistique, attention. Voilà. Annick, une camarade aussi qui est assez dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Salut Annick, on pense bien à toi. Et, non, tu ne peux pas nous écouter parce que tu n'as pas d'ordi. Ah ouais. Zut. Mais enfin, il y a des gens qui te connaissent, qui te le diront. Et qui ont un ordi. Et notre stalinien préféré, Jean-Claude, dont on n'a plus de nouvelles, on risque pas d'en avoir parce qu'il nous écoutait sur un poste, lui aussi. Jean Peluzzi du Val-d'Oise, lui, qui a toujours des nouvelles, hein, c'est un fidèle. Corinne, une tapissière vraiment extraordinaire, une vraie artiste tapissière, voilà. J'en ai une devant mes yeux, dans Radio Soupente. Joël, notre Arlésienne du Caire. Sabine, Anne-Emmanuel et Frédéric, une petite bande d'artistes aussi, Frédéric étant de Schnorr. Juliette Planck, une graveuse de chez Graveuse, qui s'est reléguée volontairement ou exilée, je ne sais pas comment on peut dire, à Rochefort-sur-Mer, mais qu'est-ce qu'ils ont à la tête de s'exiler comme ça. Clément, un graveur d'élite qu'on appelle Vincent Van Gogh de la gravure, qui taille tout ce qui bouge, les vieilles planches de bois, des bouts de lino, enfin bref, il grave sur tout ce qui bouge, et il fait des gravures magnifiques. J'en ai une devant moi, dans la Soupente. Agnès Dubar, encore une graveuse originaire de Lille, qui s'est exilée elle aussi, en Ariège, voilà, dans un trou du cul du monde, on ne dit pas, on n'a pas y aller parce que c'est trop loin, et puis voilà. Bref, Frédé et Geneviève, des carlotistes tribulants, des Parisiennes, des banlieusards, pas trop. Bon, Pierre-André Danguin, il a pas d'ordi non plus, donc il ne peut plus nous entendre. Non, lui nous avait fait une grande lettre, manuscrite. Ouais. Thierry Morciot, un graveur, un graveur d'élite, un graveur belge, qu'on adore, enfin on adore son travail, le graveur, c'est autre chose, non, il est sympathique, mais c'est surtout son travail qu'on aime. Colette, alors là, Colette, qui est en ce moment en cure, mais elle va rentrer, c'est la compagne de Feu Odon, un grand plasticien.
Ouais, donc j'avais mis un petit film de 10 minutes qui a été fait sur son boulot, sur la première émission sur Jacqueline et Raymond Imbert. Ouais, donc vous pouvez trouver sur notre blog. Jacqueline, aussi une veuve d'artiste, Jacqueline Imbert, dont le compagnon s'est éteint assez jeune, voilà, à 50 et quelques années. Elle a un prix de Rome, attention, pas n'importe qui, mais qui s'en foutait complètement des prix de Rome. Et voilà, qui n'a rien gardé de ses 3 ans de séjour à Rome, à la Villa Médicis. Et puis Liliane et Laurence. Ah oui, là, mais Jacqueline et le musée de la Duse. On en a parlé la dernière fois. Un musée d'art populaire magnifique qu'on vous conseille, qu'on vous recommande plutôt que vous conseille. Oui, à partir du printemps, en fait, Voilà, pendant. Elle reçoit sur rendez-vous, donc il faut l'appeler. Voilà. Et vous avez tout ça sur le blog. Liliane et Laurence, 2 écrivaines qui travaillent ensemble sous le nom de Claude Isner, pour écrire quoi, je vous le demande, des polars. Quand on les voit, on n'a pas l'impression que c'est des auteurs de polars. Mais bon, si. Et puis c'est pas les petits polars à 2 balles. C'est pas les trucs, bon, bref, c'est du polar. Ma camarade, on a lu quelques-uns, voilà, et moi j'en ai lu au moins un. Et en même temps, c'est Liliane qui tient toujours une boîte de. Non, c'est Laurence qui est c'est Laurence. Ah oui, Laurence qui tient. Mais Liliane aussi a été bouquiniste. Ouais, mais là, Liliane, elle Liliane est a plié les boules. Ouais. Elle est plus bouquiniste. Non, c'est Laurence et son compagnon Bernard qui ouvrent leur boîte sur les quais, sur le quai Montebello, devant Notre-Dame. Ouais. C'est paradisiaque. Ouais. Voilà, c'est le vieux Paris. C'est paradisiaque, surtout quand il n'y a pas de bagnole, mais comme il y en a toujours. Michel Pellouel, un peintre aussi qu'on avait reçu, qui est un voisin du dessus. Marie-Christine Perrondet. Alors, pas Perrondet. Là, il faut vraiment que je corrige. Marie-Christine Perrondet, qui est une artiste, c'est P-E-Y. Voilà. Qui est toujours au taquet. Marie-Christine, c'est une énergie à elle toute seule. C'est de la bagarre, c'est que du beau. Ouais, c'est quelqu'un. Voilà. C'est quelqu'un, mais comme tous les gens de sa trempe, ça suscite des inimitiés. Mais elle s'en tape complètement. Elle a bien raison, Marie-Christine. Vraiment, on crève. Voilà, on a fini nos blabla. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr. Voilà, vous pouvez l'écouter à partir de mardi. Hein? Ah bah non, parce qu'on est mardi, vous l'écoutez évidemment sur notre blog. Voilà. Vous cliquez, vous allez sur arracaille.fr, clic, boum. Et on se termine avec Mélismel aux armes. Voilà, bon, on vous dit au revoir. Bonne semaine à tous. On est à la semaine prochaine. Oui. Ouais, on ne sait pas encore de quoi on va parler, on va en discuter. Et puis il y a aussi l'émission Intifada qui va se ramener. Et il y aura l'émission Intifada la semaine prochaine. Ouais, que du boulot. Que du boulot, on n'est pas sorti de l'auberge. Bonne semaine à tous, au revoir. Salut. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc.
et la loi triche. L'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance parfois, liberté libre, bête et chérie.